Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, sur le live Facebook de Kwezi, bien évidemment sur l'infokwezi.fr, mais également à la télévision pour un temps de parole en direct. Nous avons normalement avec nous Dominique Voynet, la directrice générale de l'ARS. Madame Voynet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous si tôt pour la matinale de Kwezi. Dominique Voynet, vous avez forcément entendu le président de la République hier, comme nous tous. Qu'est-ce que vous retenez de ce discours sur le plan santé, bien évidemment? Est-ce que c'est conforme à ce que les gens du monde de la santé avaient imaginé? Oui, je crois que la plupart des professionnels, des scientifiques, avaient conseillé ces derniers jours un prolongement du confinement en disant qu'il commençait à être efficace puisqu'on commence à voir baisser le nombre des personnes admises en réanimation et qui présentent de nouvelles contaminations. Mais le problème, vous le savez, est un problème très complexe. Comment lever le confinement pour permettre à d'autres personnes finalement de conquérir leur immunité sans saturer à nouveau les services de réanimation? C'est là un sujet très difficile. On se trouverait dans une autre situation s'il y avait un vaccin, ce n'est pas encore le cas, ou s'il y avait une possibilité de déployer des tests dans toute la population pour savoir qui s'est immunisé contre le coronavirus, qui ne l'est pas. Ça permettrait de lever le confinement par étapes. La situation, elle reste quand même très préoccupante aujourd'hui au niveau métropolitain comme dans les Outre-mer. Même si nous n'avons pas beaucoup de cas de coronavirus à Mayotte, nous savons qu'une proportion non négligeable de ces personnes va devoir être hospitalisée, que certains devront aller en réanimation et que leur pronostic vital est engagé. Sur Mayotte, Dominique Voynet, quel est le bilan ce matin? Ce matin, 217 cas. Sur les 3 jours du grand week-end pascal, on a eu donc une quinzaine de cas supplémentaires. Oui. C'est trop peu pour déployer les grands moyens en réanimation. C'est trop pour se rassurer. Je ne peux que conseiller de conserver le confinement, de respecter les gestes barrières. J'ai été, comme beaucoup, inquiète des images que nous avons vues dans les stations-service du département hier. Je comprends tout à fait que les personnes aient besoin de gaz, d'essence et de pétrole, mais c'est absolument criminel de s'entasser comme ça et de prendre le risque de colporter le virus. Je crois qu'on doit organiser les distributions de façon beaucoup plus rigoureuse, avec un éloignement entre les personnes et avec une organisation qui évite que des personnes fassent la queue pendant des heures et des heures en plein soleil. Alors, on nous avait annoncé une hécatombe il y a quelques jours. Cette hécatombe n'a pas eu lieu. On touche du bois et on en est tous, bien évidemment, ravis, Dominique Voynet. Mais comment ça se fait qu'on n'a pas eu le pic? Est-ce qu'il est pour après? Est-ce qu'on l'a dépassé? On en est où? Alors, moi, je n'avais pas annoncé d'hécatombe. Oui, c'est pas vous, c'est vrai. Je trouve que ceux qui ont sonné le tocsin en annonçant l'apocalypse ont eu tort de le faire, parce que si on annonce toujours le drame et qu'il ne se déroule pas, on constate que les gens relâchent leur attention. Ouais. Par contre, le risque, il est toujours là. Il est toujours là, et il est toujours là à un niveau élevé. On continue à tester, on continue à trouver des cas, et on continue à hospitaliser des gens qui ont besoin d'une assistance par de l'oxygène et qui voient leur situation se dégrader parce qu'ils sont déjà malades. Une fois de plus, il faut le redire, ce sont les personnes âgées ou ce sont les personnes qui ont déjà des pathologies, qui sont obèses, qui sont diabétiques, qui sont cardiaques, qui vont être les meilleurs clients de l'hôpital pour le coronavirus. Alors, pourquoi est-ce qu'on a eu finalement une situation assez contrôlée et qui n'est pas aujourd'hui dramatique? Je pense que c'est parce qu'on a une population très très jeune, que 4% seulement de la population a plus de 60 ans, et que finalement une bonne partie des jeunes ont eu soit des formes bénignes, soit des formes qui sont passées inaperçues. Le fait que les enfants n'aillent pas à l'école a permis certainement de réduire le risque de chaîne de transmission, même si le confinement et l'isolement est imparfaitement respecté par des enfants. C'est vrai que c'est assez difficile et presque inhumain de leur demander de ne pas voir leurs copains, de ne pas jouer, ça c'est impossible. Donc on doit aussi adapter le confinement aux conditions de vie à Mayotte. On sait que beaucoup de personnes vivent dans des conditions assez
fragile, assez précaire, que beaucoup de personnes ne peuvent pas s'isoler réellement. C'est à leur profit que nous avons ouvert à partir d'aujourd'hui donc le centre d'hébergement de Tsararano. Si vous êtes Covid+, mais que vous avez de vieux parents fragiles que vous ne voulez pas infecter à leur tour, vous pourrez, si vous le souhaitez, être hébergé donc à Tsararano dans des bonnes conditions de sécurité pour éviter d'être à votre tour un diffuseur du virus. Dominique Voynet, lors de la dernière conférence de presse par téléphone, vous avez utilisé le mot étrange. Le comportement du virus à Mayotte, en quoi il vous semble étrange? Et sa progression, pourquoi c'est étrange? Alors, on a effectivement très peu de cas en population générale. On a ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des cas groupés autour d'un cas de départ qu'on a pu identifier. Ouais. On en a plusieurs. Hein. Vous avez entendu parler du cluster dit de la PAF, de la police de l'air et des frontières, du cluster du commissariat, du cluster qui existe aujourd'hui à l'électricité de Mayotte, et bien sûr des cas nombreux à l'hôpital. Certains se sont contaminés dans leur exercice professionnel en contact avec des patients. Ce n'est pas la majorité. Pour beaucoup d'autres, on pense que c'est plutôt le contact entre soignants qui peut être à l'origine de la contamination. Et on est en train d'essayer de reconstituer des chaînes de contamination pour essayer d'y voir plus clair. Mais en population générale, on en trouve très peu. Ce week-end, on a été très inquiet d'une situation dans le sud de l'île. Oui. Un médecin nous a appelé en nous disant, je crois que j'ai trouvé des cas de Covid dans ce village. Et en fait, les tests sont négatifs. Les gens, ils peuvent aussi avoir des bronchites ou des grippes qui n'ont rien à voir avec le coronavirus, avec des signes cliniques qui sont très proches. Et on continue à avoir beaucoup de dengue. Je pense qu'on est vraiment face à une situation épidémique de grande ampleur pour la dengue. Et ça complique encore l'analyse des résultats et la compréhension des phénomènes sur le département. Dominique Voynet, en toute franchise, et on le sait que vous n'avez pas votre langue dans la poche, vous l'avez démontré à plusieurs reprises dans votre carrière, bien évidemment, mais aussi sur ce plateau. Est-ce qu'aujourd'hui, à Mayotte, on manque de tests? Est-ce que vous êtes obligé, comme certains le disent, de vous rationner, entre guillemets, sur les tests, ou alors on est doté à hauteur de ce qu'il faut? Alors moi j'ai écouté le président de la République hier soir, Oui. qui nous dit nous aurons assez de tests pour tester toutes les personnes qui présentent des signes cliniques. Moi, je peux vous dire que toutes les personnes qui présentent des signes cliniques et qui se présentent à nous, bien sûr, si elles ne consultent pas, on ne peut pas on ne peut pas les détecter. Mais toutes les personnes qui présentent des signes cliniques bénéficient d'un test. Et souvent ce test est négatif. Vous l'avez vu sur les cas analysés ce week-end. Hier, on n'avait aucun positif. Oui. Non, avant-hier, on n'avait aucun positif. Oui. Hier, on a eu une dizaine de positifs, certains prélevés la veille, d'autres prélevés hier, sur 70 ou 80 tests qui ont été faits dans la journée. Donc, on teste largement, mais on ne teste pas quand on pense qu'on n'a aucune chance de trouver un cas positif. On peut très bien avoir eu le Covid, n'avoir pas consulté parce que les signes cliniques étaient mineurs, qu'on n'a pas identifié ça comme un risque pour sa santé. On a un peu toussé, on a été fatigué. Et puis, quelques semaines plus tard, quelqu'un développe un Covid dans l'entourage et on se rend compte que la personne était qu'à contact et a sans doute eu le Covid. Mais comme elle n'a pas consulté, qu'elle n'a rien demandé, on est passé à côté. Ça ne sert à rien non plus de faire des tests longtemps après une contamination. Il sera négatif. Ça ne sert à rien de faire des tests avant que la maladie ne soit déclarée. Si vous avez un contact contaminant un jour, le lendemain, le test il est négatif. Il ne sera positif que plusieurs jours plus tard si vous êtes contaminé. Donc, le problème n'est pas seulement avoir ou ne pas avoir des tests, c'est aussi savoir bien les utiliser. Mais j'ai entendu donc aussi le président de la République dire qu'on allait procéder à des tests de grande ampleur avec l'idée de pouvoir autoriser des personnes à desserrer leur confinement. Ce ne sont pas des tests de même nature, ce ne sont pas des tests diagnostiques de la maladie, ce sont des tests qui, a posteriori, vous disent si vous l'avez eu ou pas, si vous avez une immunité ou pas. Ces tests sérologiques ne sont pas encore au point. J'espère qu'ils vont l'être bientôt parce que ça va changer notre vie, vraiment. Mais oui, clairement. Les masques, Dominique Voynet, les masques, on ne parle que de ça, bien évidemment. On nous dit aussi, et on croit comprendre que
On reste confiné jusqu'au 11 mai, date à laquelle, le président de la République l'a dit lui-même hier, on va enfin être alimenté en masques en quantité suffisante. C'est pour ça qu'on est encore confiné jusqu'au 11 mai? Non, mais alors, c'est pas parce qu'on n'a pas assez de masques, c'est aussi parce que la dynamique d'épidémie n'est pas, enfin, je dirais, est telle que les services de réa sont saturés partout. Alors, vous allez me dire, c'est pas le cas à Mayotte. Mais notre objectif n'est pas de saturer le service de réa non plus. Ouais. Donc, pour les masques, on a été en très forte tension sur les masques, au point de ne pas être certain de pouvoir alimenter correctement l'hôpital. Quelques jours plus tard, on s'est rassuré sur ce point. On avait assez. Petit à petit, on a équipé d'autres professionnels. On a équipé les infirmiers et médecins libéraux, les kinés, les sages-femmes, la PMI, les pompiers, etc., etc. Mais on l'a fait, je dirais, en contenant assez fortement les quantités qu'on leur donnait. Hein, on n'avait pas vraiment le choix. Ensuite, on a ce gros réassort. Enfin, on a eu des réassorts à plusieurs reprises, hein, de masques pour l'hôpital. Donc il y a vraiment assez pour l'hôpital, les centres de santé, etc. Mais le gros réassort qui arrive par le Mistral le 16 est un réassort du stock des masques de l'océan Indien, du stock stratégique de la zone de l'océan Indien, qui va nous permettre d'équiper un peu plus les habitants. Mais on l'a fait par exemple à Bandrélé, hein, quand on est allé à Bandrélé où il y avait plusieurs cas, on a équipé toutes les personnes contacts qu'on a pu identifier. Mais je dois ici insister sur les conditions d'utilisation. On a beaucoup de personnes, par exemple, qui me disent « on veut des masques, on veut des masques ». Mais je vois les gens qui mettent le masque sur le front, sur le menton, qui tripotent le masque, qui mettent le masque, qui enlèvent le masque, etc. Le masque, une fois qu'il a été tripoté comme ça, il est absolument inefficace. Il devrait être jeté et remplacé. Donc il faut apprendre à utiliser un masque si on veut pouvoir être efficace contre la maladie. Même chose pour les surblouses. Je vois des gens traîner avec des surblouses qui laissent toute la journée sur leur blouse. Ben, ça ne les protège pas. Une surblouse, elle est censée vous protéger le temps d'un examen contaminant face à un malade. D'accord? Vous rentrez dans la chambre d'un malade infecté, vous allez mettre la surblouse. Et vous sortez de la chambre, vous allez jeter le masque, la surblouse, les gants, tout ce qui a servi aux soins de ce patient infecté. Les personnes que je vois traîner dans les cours d'établissements de santé avec des surblouses n'ont aucune chance de se protéger. Ils se contaminent de la même façon que s'ils avaient leur blouse, parce que le problème, c'est qu'ils gardent toute la journée cette surblouse. Donc, il faut absolument dire, ça ne protège pas de faire des mauvais gestes. Par contre, ça protège de faire le bon geste au bon moment. La surblouse, elle est indispensable pour entrer dans la chambre du malade infecté. Elle ne sert à rien dans la cour de l'hôpital. Oui. Et donc, c'est vraiment important de rappeler tout ça, de dire aussi qu'on doit vraiment laver régulièrement ses vêtements. Si on travaille dans un endroit où on est en contact avec du public, c'est bien d'enlever ses chaussures à l'entrée, de se dévêtir, de se changer quand on retrouve ses enfants, par exemple, pour éviter de ramener à la maison, alors pas seulement du coronavirus, mais tous les germes qu'on peut trouver sur son lieu de travail. Oui. Dominique Voynet, encore une question claire. Est-ce que oui ou non, si demain j'arrive à avoir un masque ou plusieurs masques, est-ce que je dois le porter dans la rue tous les jours? Est-ce que je dois apprendre à vivre avec un masque? Alors, si vous allez vous balader le long d'un sentier ou le long du boulevard des Crabes pour faire votre heure de gym quotidienne, vous n'avez absolument pas besoin d'un masque. En plein air, seul, vous n'avez pas besoin d'un masque. À la maison, vous n'avez pas besoin d'un masque. Par contre, sauf si vous êtes qu'à contact vous-même ou si vous êtes malade, bien sûr, pour ne pas contaminer vos proches. Par contre, en milieu de travail, ou si vous êtes dans un endroit où vous pensez que vous allez croiser beaucoup de monde, par exemple au supermarché ou à la station-service, ça peut être intéressant. Mais ça n'est intéressant que si votre masque est propre, que vous lavez, par exemple si c'est un masque en tissu, avec de l'eau et du savon et que vous le faites sécher au soleil dans de bonnes conditions, voire même si vous le repassez avec un fer chaud, ça permettrait encore mieux de tuer d'éventuels germes, ou si vous avez un masque que vous allez jeter au bout d'une demi-journée maximum et sans l'avoir touché. Voilà. Donc sinon, c'est une fausse rassurance. C'est une fausse rassurance. Dernière question, et elle est importante, la dengue. On est toujours en épidémie de dengue, et selon les chiffres que l'on a, la dengue tue plus à Mayotte
que le coronavirus ou le Covid-19. Est-ce que cette épidémie de dengue vient compliquer la donne actuellement? Oui, on peut le dire dans les deux sens. On peut dire aussi que le coronavirus a beaucoup compliqué la lutte contre la dengue, Oui. puisqu'on a dû réduire nos interventions de terrain en contact avec le public. On ne voulait ni que nos agents soient contaminés, ni qu'ils puissent être contaminés. Et donc, on a respecté les mesures barrières, ce qui fait que beaucoup d'actions sur le terrain de lutte contre la dengue ne sont plus conduites de la même façon. On peut continuer à pulvériser, on peut continuer à traiter avec nos gros pulvérisateurs montés sur des 4x4, mais on a plus contact personnel avec les habitants pour les inviter à éliminer les gîtes larvaires et à adopter des gestes de protection. Sur la dengue, c'est vrai que la surmortalité qu'on a détectée à Mayotte au début de l'année nous a beaucoup inquiétés, et quand on reprend tous les certificats de décès, on se rend compte qu'il y a un nombre de cas liés à la dengue important. C'est comme pour le coronavirus, on a plutôt des personnes âgées dont l'état de santé était déjà préoccupant. On peut dire que la dengue, comme le coronavirus, ont hâté leur décès plutôt qu'ils ne l'ont provoqué vraiment. Mais on a quand même aussi un ou deux cas de personnes plus jeunes pour lesquelles on n'a pas retrouvé d'autres causes de la dégradation de leur état de santé que la dengue. C'est donc une vraie grave maladie dont il faut se prémunir. Ce que je conseille aujourd'hui, c'est évidemment pas forcément d'aller systématiquement voir le médecin si on a peur de sortir à cause du coronavirus. C'est plutôt de prendre du paracétamol en quantité raisonnable. Et si la fièvre et les signes cliniques ne passent pas au 4e, 5e jour, là, il faut consulter. Au cas où il y aurait une complication de la dengue, c'est vraiment important là de voir un médecin pour détecter un problème hépatique ou un problème neurologique lié à la dengue. Dernière question, après on vous libère, c'est promis, Dominique Voynet. La chloroquine, elle fait débat en France, mais elle fait encore plus débat dans la zone ici, Comores, Mayotte. Est-ce que votre sentiment à vous personnellement, est-ce que la chloroquine peut expliquer le nombre de cas relativement faibles que l'on a à Mayotte? Alors, on n'a pas d'épidémie de palu en ce moment et on ne traite pas massivement par chloroquine. On traite par chloroquine des patients qui ont des pathologies chroniques, notamment dans le domaine de la rhumatologie. On a quelques dizaines de personnes à Mayotte qui sont traitées par chloroquine à l'année pour ces pathologies chroniques. Mais je ne saurais pas dire, et je n'ai pas d'avis personnel, je suis comme beaucoup de personnes, je suis avide de lire des publications scientifiques, de lire des études, des enquêtes pour essayer de me forger une opinion. Aujourd'hui, je constate que si la chloroquine marche en association avec l'azithromycine, elle marche sur des patients qui ne sont pas en état grave, et elle marche au début de la maladie. Donc, elle marche peut-être sur des gens dont l'état de santé se serait amélioré tout seul. C'est ça qui est difficile. Donc, des études en double aveugle sont indispensables pour voir ce qui serait de l'ordre de l'évolution spontanée de la maladie, de l'apport de l'azithromycine joint à la chloroquine. Donc, j'observe, je sais qu'il y a une étude en cours au CHM, que le choix a été fait par les médecins d'utiliser la chloroquine chez certains patients. Et j'espère de tout cœur qu'ils ne se sont pas trompés et qu'ils aident leurs patients par ce biais. C'est ce que pensent beaucoup de médecins aujourd'hui. Seul le résultat des études en double aveugle nous le confirmera d'ici quelques semaines. Merci beaucoup, Dominique Voynet, d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt sur les ondes. Merci beaucoup et protégez-vous bien. C'est promis, merci, pareillement. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.